ya kolela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe aleluya sembola loboko tomona nguya na yoe kati na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato mokongisi nini mpona mboka. Bonjour très chers téléspectateurs, fidèles auditrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Maman Moseka de la radio-télévision Bendele est très heureuse et très honorée en tant que maman congolaise d'être associée au nom de la radio-tv Bendele avec M. Grégoire Watupa de la radio-tv Horizon, que je salue d'ailleurs en passant, pour cette occasion d'interviewer M. Honoré Ngwanda Zamboko Watumba, président national de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, en sigle APARECO, et père de la résistance congolaise. Sans plus tarder, j'aimerais dire bonjour à notre invité et lui remercier d'avoir accepté notre invitation de venir répondre aux questions d'actualité concernant la politique nationale et internationale. Bonjour, Monsieur le Président national de l'APARECO et père de la résistance congolaise. Merci maman et salut aussi à tous les patriotes résistants congolais qui nous écoutent à travers le monde. Je les salue au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer à ma première question, je voudrais savoir comment allez-vous, Papa Honoré Ngwanda? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Merci beaucoup. Sans abuser de votre temps, je vais passer tout de suite à ma toute première question introductive, qui est la suivante. Monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Watumba, pourquoi un grand silence de votre part alors que l'actualité nationale et internationale est bruyante en ce moment? Oui, vous savez, quand on est en train de conduire un combat, il faut toujours prendre le temps de recul et de réflexion. Nous entrons dans un tournant assez décisif. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a l'actualité aujourd'hui est plein de rebondissements et je me dois de me concentrer sur les trois fronts que nous avons. Il y a le front du terrain du pays chez nous, il y a le front extérieur de toutes ces personnes qui nous combattent à travers le monde, et il y a nos voisins directs qui nous combattent. Et vous savez, il y a des situations qui se passent chez nos voisins. Le feu brûle déjà de ce côté-là. Donc, la situation fait que j'ai très peu de temps. Mais je dois aussi vous dire que malgré tout ce temps, toute cette charge, j'ai estimé nécessaire depuis le début de cette année de me concentrer j'ai commencé à écrire un livre depuis le début de cette année. Je le prépare depuis plusieurs mois, mais là je suis concentré pour la rédaction et je ne vais pas dévoiler le secret du travail. Ce que je peux vous dire, c'est que j'écris ce livre avec un jeune Congolais, parce que je veux par là montrer que dans mon esprit, il n'y a jamais de conflit de génération pour un pays qui veut se développer. Il y a ce jeune Congolais qui est chercheur, qui a fait la démarche pour me dire: papa, j'ai lu vos livres, et je me suis rendu compte que vous n'avez pas tout dit aux Congolais et au monde, et j'ai besoin de faire un livre interview avec vous. Je lui ai répondu: écoutez, je suis en train de préparer un livre. Ce que nous allons faire, vous êtes écrivain, je suis écrivain, on va faire ensemble, de manière que vous puissiez vous imprégner dans toutes les recherches que j'ai faites. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, ce livre sortira d'ici quelques semaines.
Il sortira peut-être en Argentine, peut-être en Europe, peut-être en Asie, parce que nous savons, la personne qui fait le travail du terrain, vous savez que nos ennemis nous combattent par tous les moyens. S'ils savent où ça va sortir, ils vont essayer de s'organiser, mais ils ne le sauront pas. Et je dois protéger le nom du jeune homme avec lequel nous écrivons ce livre, parce que c'est lui qui fait le travail et il est partout dans le monde pour des contacts en Afrique et partout. À titre d'exemple, je peux vous dire que nous avons réussi à interroger le colonel Carregué la veille de sa mort. Nous avons une interview juste le 30 et le 31 on l'a assassiné. C'est pour dire que Dieu nous bénit dans le travail que nous faisons, et ce livre-là, je l'écris pour vous recadrer, même après que nous avons libéré le pays, que les Congolais disposent d'un vade-mecum, qui dispose d'une référence pour bien connaître les méthodes qu'utilisent nos gens, parce que je constate beaucoup de confusion dans le langage même de la résistance aujourd'hui, ce qui montre que les Congolais ne comprennent pas encore le sens du combat que nous menons. Et ce travail que j'ai fait, que j'ai concentré, ce sera un gros livre qui va vous donner tous les vade-mecum sur le travail et sur le combat à mener aujourd'hui, demain après la libération, et pour même les générations qui viendront. Voilà pourquoi j'ai gardé ce moment de silence, parce que ce n'est pas que je dors, je suis en train de travailler. Merci maman. Politique nationale. Kabila candidat en 2016. D'après les informations dont vous disposez, à votre avis, Kabila sera-t-il vraiment candidat à 2016? Vous savez, maman ONU britannique, je conduis les résistants. Moi, je mène un combat de résistance. Alors, par politesse, je répondrai à cette question parce que vous me posez la question de la part des Congolais qui vous ont transmis tous les questionnaires, comme vous me l'avez dit. Mais je voudrais d'abord dire aux compatriotes, aux patriotes congolais résistants, moi, je conduis un combat de résistance. Ce qui concerne les élections, les gens qui sont dans la logique des élections et tout ça, c'est bien. Moi, je me bats pour que Kanambe n'arrive pas à la fin de cette année. Je me bats pour que l'année prochaine, on ne parle plus jamais de Kanambe en République démocratique du Congo. Je ne me bats pas pour savoir s'il va poser sa candidature en 2016 ou pas. Ce n'est vraiment pas dans mes préoccupations. Moi, ma préoccupation est ailleurs. Il faut que ce bonhomme, avec toutes les puissances qui sont derrière, qui l'ont amené pour occuper et balkaniser notre pays, qu'on les mette dehors. Par tous les moyens, il faut qu'on se débarrasse d'eux pour libérer notre pays. Voilà mon combat pour lequel je me bats, maman. Mais pour ceux qui sont naïfs et qui croient que Kanambe va partir, eh bien, ils en auront pour leur compte. Moi, j'ai des renseignements là-dessus. Je sais que il fait tout. Il n'est pas dans la logique de partir. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est du bibeau. Je sais que pour lui, il est en train de faire tous les scénarios que les Congolais, les idiots utiles qui sont à côté de lui sont en train de monter pour faire des pétitions, pour parler des changements de ceci ou de cela. Tout cela, c'est dans sa stratégie pour se maintenir au pouvoir. Un occupant ne part jamais de lui-même. Ça, si les Congolais ne le comprennent pas, ils ne le comprendront jamais après. Un occupant, quand il vient pour occuper le pays. Et nous, l'occupant a deux missions. Il occupe le pays, il balkanise le pays. Alors moi, je me bats pour les empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Voilà mon combat, maman. Merci beaucoup, papa, pour la réponse. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Grégoire Ouattoupa pour vous poser sa question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Moseka, ma consoeur, pour avoir représenté cet entretien, pour interviewer le père de la résistance. Excellence, je voudrais passer à la deuxième question, toujours à la rubrique politique nationale. C'est à propos du référendum pour le changement du mode de scrutin. Alors, que dites-vous à ceux des Congolais qui s'inquiètent déjà du changement du mode de scrutin, donc scrutin électoral suffrage direct, indirect,
que d'un probable même changement de constitution, tel qu'annoncé par M. Kengowa Dondo, le président du Sénat congolais, et que dire même de ce Sénat qui continue à siéger alors que les membres auraient été déjà renouvelés depuis longtemps? Grégoire, je vous réponds en reprenant ce que je viens de dire à Maman Moseka. Ces gens qui s'inquiètent de tous les simagrées qui se font au pays, eh ben, ce sont les naïfs qui se sont engagés dans la voie des élections. Laissez-les s'inquiéter de leur propre choix. Moi, toutes ces gymnastiques de changement de constitution, de changement de ceci ou de cela ne me préoccupent pas. Comme je vous ai dit, ma préoccupation, la préoccupation de la résistance, c'est de libérer le pays du processus d'occupation et de balkanisation. Nous allons probablement en parler et c'est là que j'irai beaucoup plus en profondeur parce que c'est ça ma préoccupation. C'est libérer le pays, réveiller les Congolais, mobiliser le peuple congolais à se mettre ensemble, mobiliser l'élite congolaise à se mettre ensemble pour que nous puissions libérer notre pays. Parce que cette histoire d'occupation et de balkanisation, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un véritable danger qui guette notre pays. Et je vais encore y revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure. Mais, parce que vous me posez cette question que les autres Congolais vous demandent de me le poser, je vais vous dire très clairement. Il faut que notre peuple puisse avoir le sens du bilan. Il y a des gens qui disent, nous allons aux élections parce que la Pareco a promis qu'il va libérer le pays. Comme ça tarde, alors nous, on va aller aux élections. Moi, j'ai dit, mais ce sont des gens qui ne savent pas à quoi ils s'engagent. Le problème de la libération du pays, ce n'est pas le problème de la Pareco. Et si la Pareco n'existait pas, vous allez laisser partir le pays parce que la Pareco n'existe pas. Et si la Pareco échouait dans son combat, vous allez dire, prendre prétexte, bon, comme la Pareco s'est arrêtée, donc maintenant, nous allons laisser les occupants occuper notre pays? Non. Mais si nous regardons le combat de libération, le combat que nous menons, nous avons fait, nous allons vers le progrès. Notre premier but, c'était de réveiller le peuple congolais, de mobiliser le peuple congolais. Aujourd'hui, le discours de la libération, le discours du combat de la libération a gagné le peuple congolais à tous les niveaux. Nous sommes en train de progresser dans notre combat de libération. Je ne suis pas là pour vous dire comment nous progressons sur le plan du terrain. Mais moi, je vous dis que nous progressons. Mais regardez maintenant, pour répondre à votre question, si nous faisons le bilan de ceux qui ont dit « nous, on va s'engager dans le processus électoral », quel est le bilan que nous pouvons retenir de ce processus démocratique? Mais nous, si vous voyez dans le processus démocratique, chaque année, eux, ils sont en train de régresser et de perdre. Je vais vous donner peut-être quelques échéances pour rafraîchir la mémoire. En 2005, qu'est-ce que vous avez vu? Ils ont changé les dispositions des critères d'éligibilité du chef de l'État en ce qui concerne l'âge et les études. Pourquoi? Parce que Kanambe ne remplissait aucun des deux conditions, ni côté âge, ni côté études, parce qu'il n'avait pas 40 ans. Ils ont supprimé. En 2006, en pleine élection présidentielle, après le premier tour, quand ils se sont rendus compte qu'avec tous les messages que nous avions donnés à cette époque-là sur la conscientisation des Congolais sur la candidature de Mwana Mboka, le débat sur les origines pour dire l'homme qui est au pouvoir, c'est un occupant étranger. Mais vous avez vu, au deuxième tour, Louis Michel, avec le SIAT,
ont interdit au peuple congolais de faire le débat sur les origines, le débat d'identité. Ça vous a été interdit. Régression. Pourquoi? Pour permettre toujours à l'étranger qui occupe le pays de réussir. Parce que toutes ces puissances extérieures, mes chers frères, toutes ces puissances extérieures sont derrière l'occupation. Le schéma de l'occupation et de la balkanisation de notre pays. Tout le discours qu'ils sont en train de tenir, des discours alambiqués là, qui sont en train de tenir, c'est pour nous endormir. La preuve, à chaque fois qu'ils doivent pousser l'occupation, ils sortent la tête, ils poussent l'occupation et ils rentrent sous les eaux. Ils ont interdit le débat sur la nationalité. Malgré cela, on a gagné, Bemba a gagné les élections et ils ont retiré. Ils ont quand même gardé le pouvoir. En 2011, ils ont retenu l'expérience de 2006 sur le débat entre un occupant et un originaire et ils ont dit il ne faut plus qu'on puisse mettre leur pion étranger en face d'un Congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé le scrutin à 2 tours. Ils n'ont laissé qu'un seul scrutin, un étranger. Ils ont produit plusieurs candidatures, dont les candidatures de leurs frères rwandais, qui sont là-dedans, pour brouiller les cartes. Et maintenant, pour 2016, ils se disent non, il ne faut plus laisser au peuple congolais la faculté d'aller élire directement un président parce qu'ils savent que le peuple s'est réveillé, le peuple a pris conscience. Mes frères, il faut comprendre quand l'ennemi que nous combattons est intelligent. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est en fonction de la réussite du combat que nous sommes en train de mener. Quand ils ont vu que maintenant le peuple congolais est conscientisé, maintenant, le peuple congolais n'est plus dupe. Et le peuple congolais sait que Kanambe était un Rwandais et que le peuple congolais ne veut plus de Rwandais. Ils ont dit, si on laisse le peuple congolais choisir cette fois-ci, comme ils se sont réveillés, comme ils ont pris conscience de ce qu'on a fait en 2011, en 2006, cette fois-ci, il va être difficile de pouvoir tricher. Il faut lui priver simplement de la possibilité d'élire. Voilà pourquoi maintenant on parle de scrutin, d'élection à suffrage indirect. Alors, qui de eux et de nous, aujourd'hui, on peut dire qui sont en train d'avancer et qui sont en train de reculer? Dans leur processus électoral, le peuple congolais est en train de perdre progressivement la capacité de sa démocratie. Conclusion, c'est que je peux vous dire, on permet au peuple congolais de voter, mais on ne permet pas au peuple congolais d'élire ses dirigeants. Je veux dire par là qu'on permet au peuple congolais d'aller dans les urnes, mais on ne tient pas compte de l'expression des urnes, parce que le vote, c'est jeter le bulletin, mais l'élection, c'est proclamer le résultat de la volonté du peuple. Le peuple congolais est confiné à voter, mais le peuple congolais n'aura jamais le droit d'élection de ses propres dirigeants. Alors, ceux qui s'inquiètent des scrutins, de ceci ou de cela, je crois qu'ils sont en train de se réveiller simplement de leur propre naïveté. Alors moi, je leur dis tout simplement, alors maintenant que vous vous réveillez de votre naïveté, rejoignez la résistance pour que nous allons vers la libération de ce pays. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, Excellence. On permet au peuple congolais de voter, mais non de se choisir librement ses dirigeants. Maman Moseka. Merci beaucoup, Papa Grégoire. Monsieur le Président national de la PARECO, je pense que vous savez, nous sommes les oreilles et les yeux des téléspectateurs qui nous suivent dans nos radios patriotiques, je m'excuse. Alors, j'avais une question par rapport à ce que les gens nous demandent de vous poser, de vous demander. Ils nous disent, si jamais vous avez l'occasion, essayez un peu de poser cette question-là que je pose
tout de suite là. Voici ma question. Concernant la mise en place du nouveau gouvernement annoncé pompeusement par certains à l'issue des concertations nationales, n'était-ce qu'une carotte brandie sous les nez des Congolais pour amener les plus cupides à participer à ces assises dont on se demande encore quels en ont été les résultats à part une amnistie pour une poignée de criminels rwandais? À votre avis, Kabila a-t-il réellement l'intention de nommer un nouveau président et un nouveau premier ministre issu peut-être de notre prétendue opposition? À vous la parole, monsieur le président national. Maman, quand vous appelez d'abord gouvernement de cohésion nationale, je crois que nous sommes en train de parler français, maman. Gouvernement de cohésion nationale, quand on parle de cohésion, cela veut dire que tout le monde converge, tout le monde se rassemble, tout le monde s'harmonise dans une direction. Mais regardez ce qui se passe chez eux. Quand ils parlaient de cohésion, je croyais qu'ils voulaient parler même de l'opposition et de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais regardez au sein d'eux-mêmes, les occupants qui sont là, les péperdistes, les gens de ceux qui s'appellent la majorité présidentielle. Il n'y a même plus de cohésion. Aujourd'hui, c'est l'implosion. Alors peut-être qu'on parle du gouvernement de l'implosion nationale. Parce que déjà au sein de leur prétendue majorité, les loups se mangent. Le problème ici, c'est quoi, maman? Le problème, c'est que le Congolais aujourd'hui, la classe politique congolaise aujourd'hui, a perdu tout idéal. Chacun se bat pour son nombril. Chacun se bat pour son petit ventre. Voilà toute la vérité, maman. On n'a plus d'élites qui ont pour valeur le peuple, le pays. Ça n'existe plus. Eh bien, quand vous parlez aujourd'hui de l'opposition dans notre pays, eh bien, nous parlons français. Quand nous parlons français, donnons aux mots les valeurs que leur donnent les Français eux-mêmes. L'opposition, quand on parle opposition, ça veut dire un groupe de gens qui ne partagent pas la vision, la méthode de ceux qui détiennent le pouvoir et qui combattent pour les déclasser et appliquer leurs programmes et leurs valeurs. Mais à partir du moment où les gens disent « nous voulons aussi entrer au gouvernement », à partir du moment où on accepte le principe d'entrer au gouvernement, à partir de ce moment, on n'est plus de l'opposition. Moi, je ne sais pas. Le problème, c'est que peut-être chez nous, au Congo, on veut inventer des mots et leur donner des sens nouveaux. Alors, n'utilisons pas les mots français. Utilisons nos mots propres. Ou alors, créons des néologismes. Créons des mots nouveaux pour expliquer ce que nous avons en tête. Mais quand nous utilisons les mots, les concepts qui sont universellement acceptés, eh bien, il faut quand même les respecter. L'opposition, vous avez l'exemple en France dernièrement. Vous avez vu le débat des écologistes pour rester ou pas au gouvernement. Eh bien, parce qu'ils ne se sont pas entendus, ils sont sortis du gouvernement, mais ils ont dit, nous restons à l'observation. Ils sont entre les deux. Voilà les gens qui marchent selon des principes. Ils disent, parce que nous ne sommes plus d'accord sur la vision du gouvernement en ce qui concerne la gestion écologique du pays, nous sortons du gouvernement. Et on a vu le débat. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens qui disent, bon, je suis en gouvernement, je reste, je tiens le bout de cordon, je ne lâche pas parce que moi, j'attends le bout de la fin du mois. Ce n'est pas ça. Alors, chez nous, il n'y a pas ces principes-là. Le problème, c'est ça. C'est ce qui fait que aujourd'hui, comme je vous ai dit, quand nous, les Congolais,
Kanambe nous fait miroiter le gouvernement comme une carotte et les Congolais sont en train de courir derrière cette carotte comme les lapins. Eh bien, lui est en train de faire un autre travail. Il fait de ça le chantage. Quand vous voyez, il sait que maintenant il a besoin des Congolais pour qu'ils valident son plan, comment il va se représenter en 2016. Ça, c'est leur problème. Mais il utilise le gouvernement comme carotte. Et à cela, il y a une autre dimension que je vous ai dite, c'est que tout cela est fonction de ces frères rwandais du M23. Tout doit être fait pour que ces gens-là, que les conditions soient réunies pour que quand le gouvernement sort, que eux soient dedans. Et dans cette bâton de carotte qu'il est en train de brandir, dans l'autre temps, vous allez voir, c'est que moi je sais en coulisses, c'est qu'il est en train de voir avec Kagame et tous les autres comment confier même ce poste à l'un des Rwandais qui sont là. Vous allez voir demain que ce sera peut-être Rouberois. Vous verrez demain que ce sera peut-être Kengo. Parce que pour eux, ils veulent renforcer le système d'occupation. Et quand vous me dites, voilà pourquoi le Sénat est toujours là, mais le Sénat est toujours là parce que celui qui est à la tête du Sénat garantit le schéma de l'occupation, que si quelque chose arrive à Kanambe, il faut que ça reste toujours entre les mains des Rwandais. Il n'y a que nous les Congolais qui ne voyons pas ces calculs. Hein. Moi, je vois ces calculs, je suis ces calculs. Je vois comment l'ennemi est en train de pousser ses pions. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, nos frères. Ceux qui ont choisi de pouvoir se battre pour légitimer ces gens qui sont au pouvoir, eh bien, ces gens vont utiliser les moyens de légitimation qu'on leur donne pour nous écraser. Merci. Voilà, merci. À moins que ma consoeur puisse dire quelque chose là-dessus. Excellence, moi je voudrais un petit peu revenir sur le scrutin de 2016, parce que déjà, il y a les compatriotes congolais qui se positionnent déjà, et surtout la diaspora congolaise est en ébullition. Je voudrais un peu savoir, M. Noring Banazambo-Kwatumba, est-ce que cette fois-ci, la Pareco, avec vous-même, vous allez quand même essayer d'apporter votre soutien à l'un des candidats, comme le cas Mwanamboka, contre cet imposteur qui tient Mordicus à rester au pouvoir? Je vous ai dit, Grégoire, je me bats pour que, avant 2014, peut-être avant 2015, mais avant 2014, qu'on ne parle plus jamais de Kanambe. Si on ne réussit pas 2015, on se battra pour qu'on ne parle plus de Kanambe. Mais que ceux qui s'inquiètent pour les scrutins et qui veulent y aller, ça c'est leur problème. C'est pas notre problème, nous qui nous battons pour la libération du pays. Vous voyez, Grégoire, j'aimerais peut-être vous dire quelque chose. Parce que vous voyez, dans le problème est quand je vois même les débats, mais je ne parle pas ça des débats, il n'y a pas de débat chez vous, ce sont des querelles. Dans les querelles qui se passent chez vous, les injures, les uns, les autres et tout, il y a un problème de la sémantique. Moi, j'aimerais vraiment que nous puissions nous entendre là-dessus. Il y a ce problème qu'on appelle le problème de la sémantique. Voyez, nous parlons la langue de Molière. Nous sommes maintenant en train de parler en français. Parce que les mots que nous utilisons sont des mots français. Je crois que la confusion vient des sémantiques que nous utilisons. J'entends souvent ce que, comme vous me posez la question, des combattants qui veulent ceci. Mais le combattant en français, c'est qui? Le combattant veut dire c'est un activiste. Le combattant ne fixe pas quelqu'un dans une catégorie de combat. Ceux qui sont au pouvoir, les occupants qui sont au pouvoir, dans leur organisation politique, ils ont des combattants. Ceux qui se disent de l'opposition,
qui ont choisi, quand on dit opposition, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté le système, qui évolue dans le système et qui dit se battre dans le système avec des méthodes démocratiques pour combattre celui ou ceux qui détiennent le pouvoir parce qu'ils ne partagent pas leur méthode simplement de diriger le pays. Mais ceux-là aussi ont des combattants. Ceux de l'opposition ont des combattants. Et il y a des résistants. Et même parmi les résistants, il y a des combattants. Des résistants. Alors dire je suis combattant, ça ne veut rien dire. J'entends souvent vous dites là-bas combattant, combattant, mais vous êtes combattant dans quelle catégorie? Il faut que maintenant chez vous, vous puissiez commencer à obliger les gens à s'identifier. Parce que vous voyez quelqu'un qui sort et dit je suis résistant. C'est moi qui ai initié la résistance. Et puis le lendemain, il dit je suis candidat. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous parlons la langue des Français. Et quand les Français parlent de résistance, ils veulent dire une catégorie des gens et on ne parle de la résistance que lorsque le pays est occupé. Quand le pays n'est pas occupé, on ne parle pas de résistance. On peut parler de l'opposition violente, tout ce que vous voulez. Mais la résistance, dans la terminologie française, veut dire quand un groupe de patriotes qui ont décidé de combattre le système d'occupation. Quand vous parlez par exemple des Palestiniens, ce sont des résistants parce que leur pays est occupé. Nous sommes des résistants parce que notre pays est occupé. Alors les combattants, on les trouve dans toutes les catégories. Alors aujourd'hui, ceux qui ont choisi de composer avec les occupants de notre pays, nous les résistants, nous les appelons les collabos, qui ont choisi de travailler et de soutenir l'occupation de notre pays, comme c'était Pétain vis-à-vis des Allemands. Et tous les Français qui avaient accepté de collaborer avec Pétain étaient considérés comme des collabos. Et là, ils avaient leurs combattants aussi. Mais nous qui avons choisi de combattre l'occupation, nous ne pouvons pas en même temps dire nous combattons l'occupation et nous réclamons la vérité des urnes. Quand quelqu'un réclame la vérité des urnes, il est dans la catégorie de l'opposition. Ils ont fait ce choix de vouloir combattre, prétendre combattre l'occupation par des voies électorales. Eh bien, nous respectons leur choix, mais nous leur disons, eux-mêmes reconnaissent que ce choix ne réussit pas. Moi, j'ai suivi hier l'interview de mon frère Moleka de l'UDPS. Il a dit, il a reconnu que toutes les fois que les Congolais vont aux urnes, ils élisent leurs dirigeants, mais on ne proclame jamais et on ne remet jamais la victoire à ces dirigeants. Alors, je pose simplement une question et vous continuerez jusqu'à quand? C'est pour ça que je reviens pour répondre à votre question, Grégoire. Il n'en sera plus jamais question. Et comme j'ai dit, j'espère de toutes mes forces qu'on n'arrivera pas là-bas. Qu'on n'arrivera pas à 2016. Que nous devons libérer notre pays avant 2016. Et tous les espoirs sont permis pour que je vous dise que je suis presque persuadé qu'on n'y arrivera pas. Je ne suis pas devin, je parle sur base du combat que nous menons. Je suis persuadé et convaincu en moi-même que nous n'arriverons pas à 2016. Parce que les paramètres sont là, qui montrent qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, et nous allons aborder ça même quand nous parlerons de l'occupation, nous nous rendons compte que dans le combat que nous menons, dans les 3 fronts que je vous ai définis au mois de décembre dernier, les progrès sont immenses dans les 3 directions et je crois que nous n'arriverons pas à 2016. Mais
qu'à cela ne tienne, il ne sera plus jamais question que nous puissions encore dire, écoutez, on va essayer de soutenir tel Mwanamboka pour qu'on puisse arriver. Nous l'avons fait 2 fois dans des circonstances particulières et je crois qu'au niveau où nous sommes arrivés, il ne sera plus jamais question. Voilà ma réponse. Merci, Excellence. Avant que je ne revienne vers ma consoeur Mamoseka, je voudrais un petit peu clore ce chapitre de l'actualité nationale par vous poser cette question à propos de notre compatriote Eugène Diomi Dongala qui est en train de subir vraiment un calvaire provenant bien sûr du pouvoir d'occupation. Alors pourquoi cette attitude silencieuse de l'APARECO à ce sujet, Excellence? Mais c'est à cause de tout ce que je viens de vous dire tout de suite. Eugène Diomi Dongala, un frère que j'aime bien, mais il est victime des effets collatéraux de l'occupation. Qu'est-ce que les autres qui sont sur place, qui ont choisi ce schéma, ont pu faire pour arrêter la machine qui le broie? Parce que la machine qui le broie, c'est la machine de l'occupation. Diomi Dongala est victime de quoi? De tout le paquet de forces qu'il a mis à côté d'Étienne Tshisekedi. Il est victime de l'occupation. Alors, la seule solution, c'est la libération. Quand nous aurons libéré le pays, nous aurons libéré Diomi Dongala avec tous les autres. C'est tout. Je n'ai pas à entrer dans ce schéma du débat interne de la démocratie. Lui, il est de la démocratie, mais il voit maintenant qu'il n'y a pas de démocratie. On combat avec la démocratie là où il y a la démocratie. Et là où il n'y a pas la démocratie, on libère. Nous allons le libérer et après, on fera la démocratie avec lui. Merci, voilà, c'est ça mon choix. Merci, merci Excellence. Maman Moseka, vous avez la parole. Merci beaucoup Grégoire pour la parole. Monsieur le Président national, ma question qui suit est un sujet de politique internationale qui n'est autre que les génocides rwandais, parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Monsieur Nwanda, Kagame vient de faire une nouvelle déclaration accusant une fois de plus la France, particulièrement. Il dit que la France est impliquée dans la complicité de génocide rwandais de 1994. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une normalisation des relations diplomatiques entre ces deux pays est réellement encore possible dans les contextes actuels? À vous la parole, merci. Donnez-moi un peu de temps pour que je vous brosse brièvement cette problématique du génocide. Vous le trouverez beaucoup plus détaillé dans mon livre qui va sortir. Le problème du génocide, comme je l'ai dit pour ce combat de libération que nous menons, ce n'est pas un fait isolé. Et vous le verrez dans le livre que je vais vous présenter prochainement. Si vous prenez le génocide comme un fait isolé, vous ne le comprendrez jamais. Le génocide a été programmé comme une étape d'un vaste processus qui se déroule encore aujourd'hui sur notre territoire national. J'ai dit ça pour que vous puissiez, pour que je puisse réchuter à la réponse à votre question, parce que je ne peux pas répondre par cette question directement. Vous ne comprendrez pas. Alors je veux que vous puissiez comprendre une chose, c'est que le génocide est entré dans un long processus. Je vais simplement vous donner ici quelques indications, parce que je ne peux pas aborder ce problème en 5-10 minutes. Maman Moseka, le génocide, quand tu prends la définition du mot génocide, sur le plan du droit international, pour qu'on puisse parler de génocide, il faut qu'il y ait l'élément qu'on appelle planification. S'il n'y a pas eu préméditation et planification, on parle de massacre.
et pas de génocide. Mais parce que la communauté internationale, parce que le tribunal pénal international, parce que la justice internationale a accepté que ce qui s'est passé au Rwanda a été un génocide, cela veut dire que tous ces gens, à tous ces échelons, ont compris et ont accepté que ce phénomène-là a été préparé et planifié. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que qui ont planifié le génocide? J'ouvre une petite parenthèse. Kagame et ses hommes comme Louise Moshikwabo. J'ai entendu hier cette passionnariat fulminer pour dire les Français sont des négationnistes. Il s'est passé au Sénat français un colloque des négationnistes. Mais moi j'ai suivi ce colloque. Moi j'ai les documents de ce colloque. Dans ce colloque, tout le monde reconnaît qu'il y a eu génocide. Mais tous posent la question de la responsabilité de ceux qui ont fait le génocide. Et quand on pose la question de la responsabilité et qu'on pointe Kagame du doigt, là, le Kigali parle de négationnisme. Encore une fois ici le problème des sémantiques. Quand on parle du négationnisme, c'est-à-dire les gens qui ne reconnaissent pas qu'il y a eu génocide. Or ici, tout le monde reconnaît qu'il y a eu génocide. Mais maintenant, le problème, parce qu'il y a eu génocide, c'est qu'il y a eu planification. S'il y a eu planification, je pose la première question. Maman Moseka, il y avait sur le lieu, c'est-à-dire à Kigali, moi je le sais, et je vous fournirai les détails dans le livre qui sort. Il y avait les services de la CIA des États-Unis à Kigali. Il y avait les services de la DIA, c'est-à-dire le renseignement militaire des États-Unis à Kigali. Il y avait les services de MI5 britannique à Kigali. Il y avait les services de DGSE, le service de renseignement extérieur des Français à Kigali. Il y avait les services de renseignement de l'ONU à Kigali. Comment donc? Kigali, c'est une petite ville, c'est comme une commune de Kinshasa. Maman ONU, vous allez me dire que tous ces 5 grands services de l'Occident n'ont pas su que le génocide se planifiait? Première question. Deuxième question. Le génocide s'est déroulé pendant 100 jours. Vous allez me dire que toutes ces puissances qui avaient des services de renseignement sur place et qui savaient que le génocide se préparait, toutes ces puissances-là ont été incapables. Eux qui nous envoient des militaires, en 24 heures, ils envoient des milliers de militaires en Libye. Ils nous ont envoyé des militaires de l'effort à Kinshasa en 2006. Eux, ils étaient incapables d'envoyer des troupes pour arrêter le processus du génocide pendant 100 jours. Donc 3 mois. Allons donc. Et si vous ajoutez d'autres éléments, l'assassinat des 2 présidents, Ntaryamira et Habyarimana, ce sont les 2 assassinats qui ont déclenché, je l'avais écrit déjà en 98, pour dire que nous avons tous les éléments, que ce sont ce facteur-là qui a déclenché le génocide. Aujourd'hui, toutes les preuves sont venues confirmer ce que j'ai dit en 98, dans mon livre Insistant de Legla. Et le président Mobutu, avant sa mort, avait posé la problématique au secrétaire général de l'ONU. J'étais présent à côté de lui quand il a parlé à Boutros Ghali. Tous étaient d'accord que ce génocide-là a été déclenché par l'assassinat des 2 présidents. Et aujourd'hui, les enquêtes qui sont menées là-dessus
montre que c'est Kagame et ses hommes qui ont planifié ce génocide, qui ont planifié l'assassinat de Juvenal Abiyarimana et de Cyprien Tariamira. Avant cela, un an avant, en 1993, ils avaient planifié l'assassinat de Melchior Ndadaye à Bujumbura. Les recherches que nous avons menées montrent que cette nuit-là, Kagame était sur les lieux pour conduire l'opération. Les Occidentaux, tous les services de l'Occident le savent. Non seulement il y a cette preuve-là, mais au niveau même de l'ONU. Vous savez qu'il y a l'autre écrivain qui fait beaucoup de recherches dans le problème des Grands Lacs, Robert Philpot. Il vient d'écrire son dernier livre, le Rwanda and the New Scramble for Africa. Et dans ce livre-là, il sort des preuves. Entre autres, de l'enquête de M. Ourigan, qui est l'enquêteur de TPIR, qui a mené des enquêtes et qui a abouti à des preuves palpables que c'est Kagame qui a planifié l'assassinat de Abiyarimana et planifié le génocide. Le résultat de cette enquête se trouve où? Mais Robert Philpot le dit clairement. Ce sont les autorités américaines qui ont bloqué ce rapport. Pourquoi l'ont-ils bloqué? Ce sont les mêmes autorités américaines qui ont dissimulé la boîte noire du Falcon 50. C'est eux qui ont dissimulé. Ce sont les mêmes autorités américaines qui ont bloqué toutes les autres enquêtes qui désignent clairement Kagame comme auteur. Pourquoi? Parce que justement Kagame n'est qu'une main qui a travaillé, mais il y a des puissances qui sont derrière. Et ce sont justement ces puissances-là qui dirigent l'ONU, et ce sont ces puissances-là qui dirigent le TPIR, ce sont ces puissances-là qui font que aucun suspect du côté des Tutsis rwandais ne peut aller devant le tribunal pénal international. Malheureusement pour la France, que ce sont les mêmes lobbies qui sont influents en France. Je ne vous révèle pas des détails ici. Mais ce sont les mêmes lobbies qui œuvrent à l'intérieur de la France. Vous aurez les détails plus tard. Je passe à un autre niveau. Les propres collaborateurs de Kagame. Dans mon livre, ainsi son crime organisé, j'ai relevé les témoignages de l'un des anciens gardes du corps de Kagame, le lieutenant Ruzibiza. Il a décrit non seulement comment ils ont planifié le génocide, mais il a décrit même comment Kagame leur a donné des ordres pour tuer leurs propres frères Tutsis rwandais, pour qu'on puisse parler du génocide Hutu contre les Tutsis. Parce que pour Kagame, les Tutsis qui étaient restés au Rwanda pendant qu'eux ils étaient à l'exil, lui, Kagame et ses extrémistes les considéraient comme des collabos qui composaient avec Abiyarimana, et il avait donné ordre qu'on les sacrifie tous pour la réussite du génocide. Mais les témoignages sont là. Quand Ruzibiza
que j'avais vu avant d'écrire mon livre m'avait fait ces révélations, je lui ai dit, mon cher ami, mettez ce que vous dites là par écrit. Faites cette déclaration-là par écrit. Il ne savait pas pourquoi, parce que je connais bien les Rwandais. Ils peuvent faire pression pour qu'il se rétracte. Il a fait cette déclaration officielle qu'il a remis même au HCR et j'ai pris ces citations, ces écrits que j'ai relevés dans mon livre. Mais non seulement Ruzibiza, il y a eu Karegeya. Et il y a aussi le général Nyamwasa. Tous sont des anciens chefs de service de renseignement rwandais, anciens chefs de cabinet de Kagame, anciens chefs d'état-major général de l'armée de Kagame, qui, on peut trouver mieux, comme des témoins crédibles. Et tous aujourd'hui reconnaissent que Kagame a planifié l'assassinat de Habyarimana. Je vous cite un autre témoin, je le reprends dans mon livre qui va sortir, le major Lizinde. Lui, il est Hutu. Il était chef de service de Habyarimana pendant des années. C'est un ami intime de M. Mokolo parce que quand il était chef de service, Mokolo était notre patron, chef de service. Mais je l'ai connu après quand moi-même j'ai pris la direction des services. En ce moment, il était déjà arrêté et il est parti. Il s'est enfui de la prison parce qu'il avait tenté de faire un coup d'État à Habyarimana et il a rejoint de la prison, il a rejoint Kagame en Ouganda dans le FPR. Ils l'ont utilisé, Kagame l'a utilisé comme il était le chef des renseignements, il connaissait les us et coutumes de Habyarimana, ils l'ont utilisé le soir où ils ont abattu l'avion pour qu'il les aide à donner quelques indications dans les dispositifs. Mais après qu'il a réussi, que l'opération a réussi, on a tué Habyarimana, Lizinde a appris par un ami à lui qui lui a dit « quitte le pays et fuis ». Parce que comme toi tu es Hutu, l'opération est finie, chez nous on n'acceptera pas que toi tu sois vivant parce que tu finiras par dévoiler le secret. Lizinde a fui au Kenya, à Nairobi. Là même, quelques mois après, j'ai eu le coup de fil de l'ambassadeur Atenda, qui était notre ambassadeur à Nairobi, qui me dit, j'ai Lizinde, Atenda le connaissait bien aussi, parce qu'il était aussi lui-même aussi chef de service. Il dit, il tient à vous parler parce que le problème qu'il me pose, je ne peux pas le résoudre, je préfère qu'il vous en parle. Il m'a passé Lizinde. Lizinde qui me dit, mon frère, je suis en danger, ces gens veulent me tuer, ils se sont servis de moi, j'ai donné des indications, ils ont abattu l'avion d'Habyarimana, et si maintenant je ne me cache pas, ils vont pouvoir me tuer, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à arriver chez vous au Zaïre pour que je me cache là-bas? Je lui ai dit, mon frère, tu es en train de cueillir le fruit de la trahison. Mais il s'agit de ta vie. Moi, je ne peux pas mêler notre ambassade dans une opération pour t'exfiltrer. Débrouille-toi. Si tu arrives et tu atteins le territoire zaïrois par tes propres moyens, je te protégerai. Pour voir après ce qu'on va faire. Débrouille-toi d'abord pour arriver sur ce territoire. Et nous allons voir la suite. Mais quant à te protéger, moi, je ne peux pas le faire. 2 jours exactement après, Lizinde a été assassiné à Nairobi. Donc il y a des témoins et il y a des témoignages qui montrent clairement que Kagame a planifié parce qu'ils avaient besoin de ça et les gens qui étaient derrière avaient besoin de ça. Ils ne voulaient pas de complément, ils ne voulaient pas arrêter le processus parce qu'il fallait
ce génocide-là pour rebondir sur Kinshasa. Donc, je peux vous dire tout simplement que les cris de Kagame, c'est parce qu'il sait que maintenant, les secrets vont sortir. Il sait que maintenant, le commandant Baril, qui était à l'Élysée avec Mitterrand, vient d'écrire tout le secret. Il sait que cet homme-là connaît tous les secrets. Comme j'avais dit au juge de Bruguière qui voulait m'interroger pour que je lui donne des éléments, j'ai dit, vous connaissez les éléments, vous les Français. Vous avez tous les éléments. Et Kagame sait que les Français sont prêts à sortir maintenant tous les éléments, et à cause de ce qui s'est passé au Sénat, où il a déjà vu qu'on a annoncé la couleur, qu'on va sortir tous les secrets qui montrent que c'est lui le génocidaire, alors, comme on dit, l'attaque c'est la meilleure défense. Voilà tout. Mais c'est le combat qui est derrière. Mais si vous voulez connaître tous les détails, attendez la sortie du livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Honoré Ngwanda, pour cette réponse qui a été vraiment exhaustive. Avant de passer la parole à mon confrère Grégoire, je voulais vous poser une toute petite question. J'ai bien compris, d'après vos propos, que Kagame avait planifié le génocide rwandais ainsi que la mort du feu président Habyarimana, en complicité avec ce que nous appelons communément la communauté internationale. Mais maintenant, moi, j'aimerais savoir, comme on parle de génocide, qu'en est-il de nos milliers de morts congolais? Maman Moseka, n'attendez pas, je vous le répète à chaque fois, n'attendez pas que le voleur puisse se faire violence. Il nous appartient à nous, Congolais. Et c'est le combat que je mène avec vous, maman. Il nous appartient à nous, Congolais, de faire prévaloir notre propre génocide. Et attendez encore une fois, vous verrez, j'ai dit que le livre que nous allons sortir avec mon jeune frère, c'est pour que nous ayons des armes pour demain et après-demain. Être que même dans 10 ans, dans 20 ans, l'enquête continue et que ceux qui ont versé le sang dans notre pays puissent être jugés d'une manière ou d'une autre. Nous n'attendrons pas comme ça a été le cas de Lumumba. On a attendu 50 ans pour nous sortir maintenant les photos des gens qui l'ont abattu. Nous, on n'attendra pas ça. Il faut que nous écrivions notre propre histoire. Voilà la lutte pour laquelle je me bats. Ce n'est pas simplement le combat de terrain, comme on dit, non. Je vous ai dit ici, dès l'introduction, que le combat a plusieurs fronts et je m'occupe de tous les fronts. Il y a, n'est-ce pas, le front intellectuel, il y a le front du dossier. Nous devons constituer des dossiers solides aujourd'hui pour que demain, dès que nous libérons le pays, qu'on ne perde plus le temps, qu'on ait des références sur ce que nous devons faire par la suite. Donc c'est tout cela. Donc n'attendez pas que les autres puissent venir parler de notre génocide. Le génocide du Rwanda a préparé, le génocide du Rwanda était pour renvoyer chez nous les réfugiés Hutus et profiter du prétexte des réfugiés Hutus pour pouvoir maintenant entrer chez nous, tuer et occuper le pays. Et en entrant chez nous, il y a des choses. Le bombardement de Sake, de Mugunga. Le massacre de Tingi qui a coûté plus de 2 millions de la vie à plus de 2 millions de Congolais. Qui était dirigé par Kabarebe et Kanambe en personne. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc il n'y a pas que le génocide rwandais. Nous devons travailler sur ce qui s'est passé chez nous. Au moment où, chez vous, là-bas en Europe, vous êtes en train de vous amuser à faire les jokers, à faire le beau pour sortir dans votre petit YouTube là-bas pour raconter n'importe quoi, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis préoccupé, maman, par des choses beaucoup plus sérieuses pour mon pays. C'est pour cette raison que vous voyez que je ne me préoccupe pas de tous les jokers qui sortent là-bas chez vous. On m'en parle, hein, parce que je n'ai pas le temps de voir toutes ces saletés-là. Moi, je suis préoccupé par ce que je vous dis là. J'ai un dossier qui est très avancé sur le problème du génocide congolais. Le dossier est très volumineux. Mais moi, je ne fais pas le travail de publicité pour sortir, cravater, pour raconter des histoires, pour que les gens m'admirent. C'est pas ça. Je veux que demain,
nos jeunes frères, nos enfants qui sont là, qui disent « Mais papa, cette situation qui était arrivée, toi tu connaissais la situation, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Comment on va faire? Comment on va sortir de cette situation? Et demain, maintenant que nous avons libéré le pays, comment nous allons protéger notre pays pour que ça n'arrive plus? » Voilà c'est à quoi je me prépare avant que Dieu ne prenne ma vie. Donc, c'est cette préoccupation-là, maman. Le génocide de chez nous, c'est nous qui allons en parler, c'est nous qui allons l'écrire. Nous avons un génocide de plus de 8 millions de Congolais, ça ne passera pas inaperçu, croyez-moi. Et si tant que vous et moi, nous nous battons, nous écrirons et nous ferons justice à notre peuple et pour que cette histoire ne se répète plus jamais. Merci. Merci beaucoup pour votre détermination. Alors, je vais passer la parole à mon confrère Grégoire. Grégoire, à vous la parole, merci. Merci, Maman Moseka. Excellence, restons sur le plan international. Sommet Union Européenne-Afrique, bientôt États-Unis-Afrique. Alors, à votre avis, Excellence, quel est l'intérêt qu'ont les Africains à participer à de tels sommets? Est-ce que les populations africaines et congolaises en particulier peuvent attendre quelque chose de bien de ces rencontres et surtout de celles qui viennent de se passer à Bruxelles, bien sûr, où sont réunis plusieurs chefs d'État africains avec les dirigeants européens sous ce thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Monsieur Noringbanda. Vous savez, Grégoire, vous me donnez l'envie de rire pour ne pas pleurer. Sommet Afrique-France, sommet Afrique-Europe, sommet Afrique-États-Unis. Moi, j'appelle ça le sommet des dupes. Quand je vois tout ce qui se passe dans ces sommets, et surtout quand j'analyse les communiqués de la fin de ces sommets, ça me donne politiquement de la nausée. Parce que je me dis, on continue à infantiliser les Africains. Je vais être bref, parce que c'est un sujet qui me fait beaucoup mal au cœur. Quand j'analyse tous les communiqués de tous ces sommets, essayez de faire cet exercice. Vous verrez que l'Occident se comporte toujours avec condescendance vis-à-vis de l'Afrique. Ils viennent avec une fausse compassion pour dire les misères de l'Afrique et des Africains, nous voulons y mettre fin. Nous voulons mettre fin à la dictature. Nous voulons mettre fin à la mégestion. Nous voulons mettre fin au pillage. Nous voulons mettre fin aux instabilités et aux violences. Mais qui sont les auteurs de tous ces mots? Je ne disculpe pas les responsables africains. Mais tous ces responsables africains sont des complices de l'Occident. Il n'y a pas une guerre en Afrique où vous ne trouverez pas la main puissante de l'Occident. Citez-moi une seule guerre et je vous montrerai la main de l'Occident. Tout le problème est maintenant que du côté de l'Afrique, on ne trouve plus des dirigeants qui puissent cacher la vérité. Certes, nous sommes faibles, mais est-ce parce que nous sommes faibles que nous devons avoir peur de dire la vérité? Même quand tu es faible et que quelqu'un te frappe, t'es-tu interdit de lui dire « Pourquoi me frappes-tu » ? Les pyromanes qui mettent le feu en Afrique, ce sont les mêmes qui viennent dans des réunions pareilles en pompiers pour dire aux Africains, vous êtes incapables de vous organiser, on vient vous aider.
Mais toutes les situations qui se passent, prenons le cas de ce qui se passe chez nous. Depuis 2006, qui disent aux Congolais que nous avons amené la démocratie au Congo? N'est-ce pas l'Occident? N'est-ce pas l'Europe? Ce n'est pas eux qui disent depuis 2006 que vous amenez la démocratie? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, un seul Européen peut me dire que la République dite démocratique du Congo est démocratique? Alors pourquoi toute cette hypocrisie à l'échelle internationale? Et pourquoi devons-nous laisser faire et laisser dire ces gens? C'est pourquoi j'ai dit tout simplement qu'il faut qu'il y ait de nouveau en Afrique des Lumumba, des Kwame Nkrumah, des Sékou Touré, pour que nous puissions rétablir ne fût-ce qu'un vrai dialogue. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Là, je voudrais carrément passer, peut-être, ou bien restons toujours dans l'actualité internationale, mais celle qui a trait à notre, la RDC, avant que je ne revienne à ma consoeur Maman Moseka, c'est à propos du mandat donc, de l'ONU, MONUSCO. Qu'en pensez-vous, hein, ou que pensez-vous de la décision de la prolongation de ce mandat? Est-ce là encore cette tête de pieuvre qui refuse de se résorber, Excellence? En posant la question, vous avez répondu, mon frère. Je vous ai toujours dit une chose. C'est nous, les Congolais, qui devrons écrire notre histoire. Grégoire, croyez-moi, je le dis avec toutes mes tripes, avec toutes les convictions de mon cœur, avec toute l'expérience, la petite expérience que j'ai, je suis persuadé, si nous comptons sur la communauté internationale, nous perdrons notre pays. Je vais simplement vous renvoyer, parce que ma méthode, c'est de vous renvoyer à l'histoire. Regardez à l'ONU, pardon, à ce qui s'est passé en Yougoslavie. Regardez le rôle que l'ONU a joué en Yougoslavie. Et regardez la méthode que l'ONU a utilisée en Yougoslavie. Et regardez le résultat auquel on est arrivé en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Plus près de nous, regardez le rôle que l'ONU a joué au Soudan, à l'ancien Soudan. Regardez la méthode que l'ONU a utilisée à l'ancien Soudan. Et regardez le résultat auquel on est arrivé à l'ancien Soudan. Dans ces deux pays, les puissances extérieures ont créé et maintenu le désordre, maintenu l'instabilité. Et le désordre et l'instabilité qu'ils ont créé et maintenu, ils sont venus des années après pour dire la seule solution, parce qu'on n'arrive pas à mettre, ces gens n'arrivent pas à mettre de l'ordre entre eux-mêmes, séparons-les, balkanisons ces pays. Et dans l'ordre des schémas, de la chronologie, dans la programmation, le Zaïre, notre pays, était en 3e position. Pourquoi, durant toutes ces années qu'ils font ce travail, ils n'ont pas réussi? C'est à cause du combat que nous menons, vous et nous. Quand je dis que le grand combat, il y a des moments où je change des priorités, je mets le peuple avant, les autres ne comprennent pas. C'est parce qu'il y a des moments du combat où les paramètres et les données changent. Et dans ce combat de balkanisation, lorsque nous nous rendons compte qu'on n'est pas encore arrivé à libérer le pays, mais que le processus de balkanisation galope, nous devons nous tourner rapidement vers
le bloc qui peut résister et le seul bloc qui peut arrêter le processus de balkanisation, c'est le peuple. Dieu merci, nous avons réussi à mettre ce peuple debout, à partir de Goma jusqu'au Bas-Congo. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, le peuple est debout. Voilà qui arrête momentanément, parce qu'ils n'ont pas abandonné le processus de balkanisation. Nous allons peut-être en parler encore de la balkanisation. Mais ici, vous me posez la question sur l'ONU. Je vous dis, nous devons plutôt rester vigilants. Hier, ils avaient dit, l'ONU a atteint son terme, nous déménageons pour aller à l'Est. Croyez-moi, nous on ne fait pas du bruit dans le YouTube, dans le Facebook. Nous on travaille dans la diplomatie secrète. Nous avons produit des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents que nous avons inondés les réseaux internationaux, diplomatiques, pour stigmatiser le danger qu'il y avait là. Aujourd'hui, Dieu merci, ils disent, bon, maintenant le mandat a été plutôt prolongé d'une année. Ce n'est plus le déménagement, mais le mandat est prolongé d'une année. Mais on ne va pas baisser les bras. Et je vous dis, restons vigilants, poursuivons le combat de la mobilisation du peuple congolais à tous les niveaux, civils, militaires, religieux, économiques, financiers, dans tous les niveaux, mobilisons tous les Congolais. Même nos frères qui sont collabos, continuent à le mobiliser parce que beaucoup commencent à nous dire, Monsieur Mbanda, vous avez raison. Ils le font comme Nicodème, ils ne le font pas le jour, ils viennent la nuit pour dire, vous avez raison. Peu importe. Je dis, mon frère, si vous savez que nous avons raison, rejoignez-nous. Si vous n'avez pas le courage, rejoignez-nous la nuit. Continuons ce combat. Ceux qui croient que nous n'avançons pas, ils se mettent le doigt dans l'œil. Continuons ce combat de la mobilisation parce que c'est elle seule qui va arrêter le processus. Alors, ne comptez pas sur la communauté internationale. Comptons sur nos propres forces et nous pourrons arrêter le danger de la balkanisation. Merci. Oh! En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posana bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo mache baluki arbitrasa na ngambo na biso à nous la victoire. Namakita na bango bakomi confondu. Bakomi koboma na bango elonga ya biso. Fote na ngai te na bombama na Yesu. Likonzi ya makasi esimba bomoi na nga. Avant simbanga bomana ya Yesu soto bomiye o simande olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo yelombe o ngai nalengisaka kasi nakobanga te o nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pende o Yesu kati na nga akomisa ngai Nzambe o ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abwaki na bango na debandade ata na bango bakomi disperse asalanga lisusu flamme de feu soki napeli bango na malales esika na nati epesa melinga bakomi kobanga na matiti
bango na losambo na biso totouble bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango na kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satana chamo panzi, masia ewana zakoya. Sielelo, maladie telema, siewana. Pauvreté stop, oh mon ponzi Yesu. Blocage yo mon coco, bloqué yo stop, telema. Banchona banchoses bosuka wana, choseleri na bino, sans effet. Lokolelia na mon carnet. Na telemi na bwaki defi. Nani aleki oyanga zambe. Kombo na ye le feu dévorant. Azikisa Sodome na Gomorrhe. Moto kite utalola, etumba misala ya Satana. Moto kite utalola, ezikisa maladie na pauvreté. Moto kite utalola, etumba soloka na coutume. Moto kite utalola, etumba bandoki na banganga. Bakomi kobanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka babakati mangu bakomi tous mal à l'aise. Au nom de Jésus, bino bandoki ya famille, na bao ya quartier. Baja molili, biyaki bino bikoki. Tenta suka makita na bino, atotindi nde moto. Fire! Alléluia! Il est Seigneur! Tous comme un seul homme, come on! Yes, soulevez bombe. Ikotana nzambe sepela mpona ngeza yo. Moto kite utalola, etumba misala ya Satana. Moto kite utalola, ezikisaki ndoki na coutume. Moto kite utalola, etumba maladie na pauvreté.